vous parler des Sayanim ce soir. Sayanim, 5e colonne au service d'Israël. Bon, les Sayanim, c'est une invention extraordinaire. Parce que, je vais d'abord les définir. Sayan au singulier, Sayanim au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire celui qui aide. Donc, ce sont des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle guerre de propagande. Et ces Sayanim sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, spécialement regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment? C'est très facile. Il existe une franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Bnei Brit, c'est-à-dire les enfants de l'Alliance, et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux Juifs. Évidemment, cette franc-maçonnerie, ceux qui en font partie, ce sont des gens de très haut niveau, ne serait-ce que par les contributions financières qui sont très élevées et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à parlementaire, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc, cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Bnei Brit, il consulte la liste et il lui demande « Est-ce que tu veux devenir Sayan ?» Et pour l'autre, c'est un honneur de le devenir. Donc, ils sont où ces Sayanim? C'est là où le point principal. Ces Sayanim sont et travaillent, ils mènent leur vie normalement. Ils continuent à vivre normalement en France, par exemple, et ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils sont sur France 2, TF1, ils sont dans la mairie de Lyon, ils sont dans l'armée, ils sont dans la banque. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui occupent des postes intéressants, importants, et qui rendent service. Par exemple, ils informent le Mossad, s'ils sont dans une banque, ils informent le Mossad des mouvements des banques, par exemple, des mouvements de fonds, qui touchent des personnes susceptibles de les intéresser, par exemple des Arabes, du Golfe, ou des terroristes, ou enfin, toutes sortes de monde. Ou bien, par exemple, ils sont dans... à Air France, par exemple. Tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une liste noire. J'ai tout de suite pensé, tiens, vous savez, le CRIF, il ne peut pas tout faire. Le CRIF, il est puissant, il est écouté, il est entendu, mais il ne peut pas intervenir partout. Ce sont les Sayanim qui interviennent. Les gens ne savent pas qu'il y a des Sayanim, en fait. C'est ça le truc. C'est que on a l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, on dit « Ah, Air France a établi une liste noire ». Mais attendez, mais un Français normal, pourquoi il ferait une liste noire? Il ne ferait pas une liste noire. Quelqu'un qui est un directeur à Air France, un Français, il ne l'aurait pas fait spontanément. Parce que ce n'est pas dans la culture d'un Français de le faire, d'un employé de le faire. Par contre, un Juif, un Sayan, qui travaille à Air France, il peut le faire. Et là, par exemple, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les Sayanim. C'est un livre que je vous recommande, enfin vous pouvez le trouver en bibliothèque, qui s'appelle Gordon Thomas, et qui a écrit l'histoire secrète du Mossad. Les Sayanim occupent une place très très importante. C'est ça la force du Mossad. Et non seulement, on dit par exemple, et Victor Ostrovsky, qui est un agent du Mossad et qui s'est réfugié à Londres. Victor Ostrovsky raconte l'anecdote suivante. La France et l'Irak avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak. Et il y a eu quelques dizaines d'Irakiens, de scientifiques, qui étaient venus à Saclay pour se perfectionner. Le Mossad, qui était au courant, il avait envie d'avoir leur dossier. Pour un service secret normal, il se creuse les ménages, il se dit comment je vais obtenir ces dossiers. Est-ce que je vais faire par effraction? Est-ce que je vais essayer d'acheter quelqu'un? En tout cas, ça va lui prendre pas mal de temps. Le Mossad, c'est très facile pour lui. Il a un Sayan à Saclay.
Il appelle le Sayan, il lui dit « j'ai besoin des dossiers ». Il apporte les dossiers, il les photocopie, il remet les dossiers. Par exemple, il y a une université Paris 8 qui veut organiser un colloque sur la Palestine. Ben, tiens, comme par hasard, on a des Sayanim au conseil d'administration. Eh ben, les Sayanim font en sorte, on ne dit pas, le CRIF n'a pas besoin d'intervenir. Ce sont les Sayanim eux-mêmes qui prennent l'initiative de dire « oula, c'est une opération politique, on n'a pas à le faire, etc. » Et c'est ça qui fait la force de ces Sayanim. Ça veut dire ils ne négligent aucune structure de la société. Même chez les francs-maçons, ils existent. Bon, pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas, qui c'est qui me connaît sur Facebook, par exemple? Il n'y a pas beaucoup. J'ai remarqué que les Lyonnais se méfient beaucoup de Facebook, mais bon, mais ça, c'est une autre histoire. C'est dommage parce que c'est une source d'information très intéressante. Enfin bon. Prenons par exemple vous avez entendu tous parler évidemment de Gilad Shalit. Bon. Imaginons le travail des Sayanim. Vous savez, moi j'observe beaucoup les médias judéo-sionistes. Je les écoute tous les jours, je les suis. Ce qui me permet d'avoir cette vision. En plus, bon, je connais un peu Israël. Je suis allé souvent. Je parle un peu l'hébreu. Je connais plus ou moins l'état d'esprit. Et donc, j'ai raconté l'histoire de Saclay. Et donc, quand Gilad Shalit, un caporal d'une armée d'occupation, a été enlevé par le Hamas, du jour au lendemain, je peux vous dire, enfin, moi j'ai assisté à cette campagne, du jour au lendemain, c'est très simple. Son nom a été matraqué par tous les médias, ce qui fait qu'une semaine après, je pense que personne, même au fin fond de l'Ardèche, personne n'ignorait qu'il y avait un Gilad Shalit, un prisonnier, imaginez, un prisonnier israélien aux mains du Hamas. Bon. Et son père, qui est un petit fonctionnaire, vous savez, c'est comme s'il vivait à Mâcon, l'équivalent en Israël. Un patelin, c'est un petit fonctionnaire. En une semaine, il est devenu une personnalité internationale. C'est-à-dire, il a rencontré Sarkozy, Merkel, Obama, Bush, le secrétaire général de l'ONU, le pape. Mais attendez, imaginez, même un général français, on n'aurait pas fait la même chose pour lui. Un général américain, on n'aurait pas fait ça pour lui. Imaginez un instant un petit fonctionnaire israélien qui devient l'interlocuteur privilégié du gratin mondial. Voilà. Voilà la force des Sayanim. Ça veut dire ces Sayanim qui occupent les places importantes au ministère des Affaires étrangères, dans les ministères, au Parlement, etc. Ils travaillent, eux. Voilà. Ils font en sorte que le père de Gilad Shalit soit reçu. On ne sait pas, c'est pas le CRIF qui fait ça. C'est un travail en sous-main, c'est un travail clandestin, et c'est un travail qui se fait en douce. Voilà. Et la force de l'idéologie sioniste en France et dans les autres pays vient de là. Voilà. Par exemple, les Américains ont fait un film qui s'appelle Exodus en 1961. Je ne sais pas si vous l'avez vu, bon. Il est passé plusieurs fois à la télévision. Ben, vous savez, un film comme ça, juste un film, avec Paul Newman, un très bon film d'ailleurs, mais qui reprend, vous savez, comme on appelle le storytelling. Bon, c'est-à-dire comment on raconte une histoire. Bon, le storytelling sioniste, c'est-à-dire les Juifs qui, pleins d'idéal, sont arrivés dans une terre aride, sont dépeuplés, délaissés par ses habitants et qui sont retroussés les manches, qui ont travaillé 15 heures par jour. Dans un esprit, ils ont tendu la main à leurs frères palestiniens qui l'ont rejeté, qui ont mordu la main qui les a nourris, etc. Enfin bon, c'est un film, enfin moi je trouve fabuleux du point de vue de la propagande. Mais c'est un film qui a formaté une génération entière d'Européens, d'Américains pour Israël, pour le sionisme. Les gens se demandent, mais comment ça se fait que les Français, enfin, pas les jeunes maintenant ça commence à changer, mais ceux qui ont plus de 30, 40 ans,
comment ça se fait qu'ils adhèrent au sionisme? Comment ça se fait qu'ils... Vous savez, vous demandez à un Français, enfin un citoyen normal, qui a plus de 40 ans, vous lui dites Israël, et tout de suite, il va vous... Enfin, j'ai fait l'expérience. À moins qu'il ne soit vraiment formé, etc. Il dit, ah, c'est un petit pays qui lutte pour sa survie, pays socialiste, parce qu'il y avait une idéologie socialiste dans les années 40 et 50. Mais tout ça s'est perpétué. On a mis un temps fou à perpétuer toute cette idéologie-là. Et ce que je voulais dire à propos de Gilad Shalit, c'est que dans la semaine qui a suivi l'enlèvement, il y a eu les forces d'occupation sionistes ont enlevé 45 personnalités du Hamas. Des personnalités, c'est-à-dire des ministres, des députés, des conseillers municipaux, des pères de famille, qui n'avaient rien à voir. Je veux dire, on ne les a pas, tout à l'heure, on a parlé de détention administrative. C'est ça la détention administrative, c'est-à-dire la police vient frapper à votre porte, elle vous détient, voilà. Elle émet un avis de détention administrative pour 6 mois. Sans procès, sans avocat, sans visite, sans rien. Voilà, on détient. Est-ce que vous avez entendu parler un seul nom de ces 45? Personne. Par contre, Gilad Shalit, on nous a bassinés. Pour ceux qui ont oublié la genèse de cette histoire de Dieudonné, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était en 2002 ou 2003. Il avait fait un sketch qui était tout simplement antisioniste, voilà. C'est-à-dire, il s'est moqué d'un colon, voilà, d'un colon sioniste. Et il y avait de quoi s'offusquer et contester. Après tout, un colon, c'est un colon, voilà. Là où il est, c'est un colon. Là, il a touché quelque chose de très, très important et de très sensible. Je veux dire, ça, c'est comme on dit, disons vulgairement, patouche. Ça, il a touché vraiment au sacré. Toucher au sionisme, c'est sacré en France. Donc, ils ont rigolé ce soir-là, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais les Sayanim, c'était un vendredi soir ou un samedi soir. Mais les Sayanim, tout de suite, se sont mis à l'œuvre. Et c'est quoi? Le mercredi suivant, il devait faire un spectacle à Lyon. Il a été annulé. Qui l'a annulé? Ça veut dire tous les Sayanim qui sont aux manettes. Vous savez, ils sont très nombreux dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle. C'est pas la peine qu'ils dominent partout. Mais il suffit qu'il y ait quelques-uns qui actionnent les leviers, les bons leviers. Voilà. Et qui disent, j'annule le spectacle, quel que soit le prix à payer. C'est pas grave. Mais c'était une leçon, il fallait donner une leçon à Dieudonné et l'arrêter tout de suite pour dire le message suivant aux autres. Attention, on peut rire de tout, sauf de ça. Le sionisme, il n'est pas question. Voilà. On n'a pas poursuivi Dieudonné en justice pour dire ce sketch et ceci ou cela, et on va attendre le résultat du sketch, le résultat du jugement. Non. Tout de suite après, 3 jours après, et c'était en cascade. Ça veut dire que, vous savez, encore une fois, c'est pas le CRIF qui a fait ça. Le CRIF ne peut pas tout faire, mais ce sont les Sayanim. Voilà. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention et je veux bien répondre à toutes les... Sans aucune exclusive, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez.